pour un débat sur l'école, l'éducation nationale. Un débat que l'on a intitulé de manière un peu provocatrice une école sans enseignants est-elle possible? Et donc nous allons animer ce débat avec Nicolas Guillière, qui est professeur de français à Paris et qui est membre actif des Stylos Rouges. Je laisserai tout à l'heure présenter ce mouvement qui est apparu l'année dernière, à la suite notamment de mouvements de protestation spontanés comme le hashtag qui avait pas de vague, qui avait fait pas mal de bruit l'année dernière. Une école sans enseignants est-elle possible? Ce titre est évidemment un clin d'œil. Bien évidemment qu'une école sans enseignants n'est pas possible, mais on a l'impression que le ministère de l'Éducation nationale, depuis un peu plus d'un an, n'a pas vraiment conscience de cela. On est dans une situation dans laquelle on a de plus en plus de mal à recruter de nouveaux enseignants. L'attractivité du métier est en question aujourd'hui. Un certain nombre de chiffres sont très parlants, alors que en fin de semaine, il y a eu beaucoup de médias qui ont utilisé un rapport publié par l'OCDE sur le salaire des enseignants, avec des conclusions assez hallucinantes parfois et mensongères. Selon ce rapport, un professeur de lycée gagnait en moyenne 3800 €, je crois, quelque chose comme ça. Alors bon, je ne sais pas où ils sont allés, alors peut-être du côté de professeurs agrégés qui sont en classe préparatoire, qui font des calls et des... mais en tout cas, on peut dire que notre quotidien à nous, d'enseignants, et notre feuille de paye, on est très loin de cela. Finalement, évidemment, tout ça a pour but de montrer qu'il ne serait pas nécessaire de revaloriser les salaires dans l'éducation nationale. Ce genre d'opérations sont fallacieuses, sont méprisantes et vont à l'encontre de la réalité. Puisqu'on se rend compte qu'il y a un déclassement salarial qui est une réalité depuis finalement une quarantaine d'années, mais plus particulièrement depuis 10 ans. En 1980, un professeur certifié débutait avec un salaire qui était égal à 2,2 SMIC. 2,2 SMIC, ça c'était dans les années 80. Et aujourd'hui, il y avait un professeur stagiaire qui débute, commence à 1,25 SMIC. Donc vous voyez, on passe de 2,2 à 1,25, vous voyez la différence. Si on continue avec les chiffres, avec les données, eh bien, le salaire d'un professeur certifié avec 10 ans d'ancienneté est en dessous de 2000 €, donc très loin des moyennes que l'on peut nous annoncer, qu'on a pu nous annoncer ces derniers jours dans la presse. En 10 ans, troisième chiffre, les professeurs ont perdu l'équivalent de 2 mois de salaire par an. Voilà. Quant à la réforme des retraites telle qu'elle est annoncée, on a vite sorti les calculettes pour voir que ça allait être une catastrophe pour plein de métiers, mais notamment pour les enseignants, parce que pour la fonction publique est fortement impactée. Il y a le calcul des primes qui a été annoncé comme rentrant dans le calcul de la retraite, et en fait chez les enseignants les primes sont une part extrêmement minime. Donc les syndicats ont calculé qu'il y aurait en moyenne 400-450 € de perte de pension nette, au moins pour les enseignants, et avec une obligation d'aller jusqu'à 66 ans, 67 ans, 68 ans, on sait combien. La réalité, c'est que la plupart des enseignants commencent tard dans le métier, aujourd'hui, avec des concours qui font rentrer dans la vie active à 25, 26, 27 ans, et donc avec 43 annuités, il suffit de voir, ça fait en moyenne entre 68 et 70 ans. Donc voilà, on comprend qu'il y a un problème d'attractivité à ce niveau-là. Les professeurs en début de carrière aujourd'hui sont éligibles à la prime d'activité, qui est une mesure qui relève des dispositifs de lutte contre la pauvreté. C'est une preuve, une autre preuve s'il en est de l'indigence des salaires. Et depuis plus de 10 ans dans le second degré, les concours ne font pas le plein. Je le disais tout à l'heure, il y a un vrai problème d'attractivité. Le métier n'attire plus, la question salariale est une explication aussi
centrale, à côté des conditions d'exercice, des pressions subies, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, voilà, ce rapport de l'OCDE est fort opportunément instrumentalisé à cette heure où le ministre de l'Éducation nationale semble tergiverser sur la nécessaire revalorisation. Alors il y a eu des effets d'annonce, là aussi complètement écran de fumée, 300 €, on nous a dit, alors évidemment, les gens allument leur poste de radio, ils entendent revalorisation de 300 €, sauf que c'est 300 € brut, 300 € brut sur l'année, et finalement c'est une augmentation qui avait été décidée sous le quinquennat précédent, donc en fait il n'y a absolument rien de nouveau ajouté. Par contre, le gel du point d'indice qui est instauré depuis 10 ans, lui, est une réalité, et les pertes de pouvoir d'achat continuent. Hein. Voilà, donc pour lancer un petit peu le cadre de ce débat, je passe la parole déjà à Nicolas pour un petit peu compléter et nous donner ton point de vue sur cet aspect-là. Une école sans enseignants, est-elle possible? Bien, en fait, l'école se fait déjà sans enseignants de manière massive parce que les réformes sont toujours faites sans nous demander notre avis. En fait, on a un ministère qui nous méprise, qui se moque complètement de notre avis. Les agents de terrain ne comptent pas, comme à l'hôpital. On a beaucoup de proximité avec l'hôpital en général. Nos salaires sont pourris, comme les leurs. Notre utilité sociale est à l'aune de la leur, avec les salaires aussi bas qu'on connaît. La désaffection pour le métier, alors elle est logique. La désaffection est logique parce qu'on commence avec 1,2 SMIC, avec des gamins difficiles, avec des parents extrêmement pénibles. Je veux dire, il faut quand même le dire, les parents sont souvent très très consommateurs. Pas tous, mais enfin il y en a. Et on a une hiérarchie qui nous dégoûte du métier. En fait, le but du ministère, c'est d'avoir des profs malheureux, des personnels malheureux. Un surveillant heureux, ils en veulent pas, épanoui. Un CPE heureux, ils en veulent pas. Ils ont envie de gens soumis à pleurer, mal payés, et qui en fait ne peuvent plus se défendre. Quel est le meilleur moyen pour ça? Une école sans enseignants, effectivement, c'est-à-dire avec des contractuels pressurisés, mal payés, maltraités, à qui on fait faire, vous savez, les petits ateliers de midi, là, les ateliers échecs ou autres. Ces ateliers-là, en fait, ils sont pas rémunérés. Donc voilà, un contractuel, on lui dit tu fais ça ou tu dégages. Ça, c'est le principe de l'école d'aujourd'hui. Et ça, c'est la future école, c'est le futur hôpital aussi d'ailleurs. Précaire, intérimaire et autres. Donc oui, l'école sans enseignants, elle est déjà là en partie. Alors, aucun mépris pour les contractuels en soi, simplement si les concours et les titulaires existent, c'est pas pour rien. On a, et la gauche est en partie responsable là-dedans, on a détruit les savoirs. On a détruit la transmission du savoir en disant que c'était quelque chose de méchant et de bourgeois. Et il y a un moment où il faut revenir à ça. Le savoir, c'est quelque chose au contraire qu'on devrait donner. Un gamin de milieu populaire, il va pas avoir souvent le savoir chez lui. Si l'école ne lui donne pas, qui va lui donner? Alors, la théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. La pratique au terrain, c'est le fait que ces jeunes n'ont pas accès à la culture d'habitude et que nous on est là pour leur donner. Une école qui serait de gauche, qui aurait comme objectif d'émanciper les classes populaires, c'est une école qui donne des bases culturelles aux jeunes. Alors, des chiffres intéressants pour ajouter des chiffres au niveau des contractuels. Donc, il y a de plus en plus de contractuels, très logiquement. Et alors là, pour la rentrée, rien que l'Académie de Créteil, celle qui a le plus de difficultés sociales, concrètement, a viré Manu Militari 1640 contractuels. Tout bêtement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à 5 ans et demi. Et au bout de 6 ans, ils sont censés être CDIsés par l'État. Qu'a fait l'État? Il a décidé de les virer. Et il en reprend des nouveaux, un nouveau cycle pour 5 ans et demi. Évidemment, on supprime des postes, on ne prend pas de titulaires, on baisse le nombre de titulaires pour les concours, avec toute la destruction concrètement du métier qui va avec. Alors nos salaires, oui, je reviens sur ce que tu as dit, il faut savoir que c'est 40% de baisse de salaire depuis les années 80, depuis 83. Ça, c'est le tournoi austéritaire de François Mitterrand, 83. Donc on a perdu plus de 40% de pouvoir d'achat. Tout bêtement, tout simplement. Et il faut savoir aussi que depuis les années 60, les enseignants, on travaille entre 11 jours en primaire et en collège et 18 jours au lycée de plus gratuitement. J'ai fait ce calcul en prenant tous les calendriers scolaires, le salaire des enseignants et autres.
ça n'a pas été contrebalancé par des jours de congé ou non. C'est 11 jours de plus en collège et primaire, 18 jours de plus en lycée, pas payé. C'est comme si n'importe quel salarié était appelé à travailler plus rapidement. Alors, pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche cette école? Pourquoi elle marche comme ça? Parce que, à force d'expliquer aux enseignants que c'était des gens qui relayaient le système, qui étaient des enfants et des fruits du système, que la culture c'était pas beau et méchant, on est arrivé à des gens culpabilisés qui se sentaient coupables d'exister complètement. Combien de collègues passent leur journée à me demander parfois est-ce que j'ai le droit de faire ça? Donc on a des gens qui ont un bac plus 5, qui ont parfois 40 ans et qui me regardent avec l'air franchement apeuré de jeunes biches et en me demandant est-ce que j'ai le droit de faire ça dans mon cours? Bah oui, tu fais ce que tu veux, ça s'appelle la liberté pédagogique. Il y a un programme qui cadre, pour le reste tu es maître ou maîtresse dans ta classe. Tant que tu n'es pas une malade sadique. Voilà, tout bêtement. Alors, j'ai parlé des parents tout à l'heure. Les parents n'ont pas forcément toujours joué un bon rôle à l'école. Est-ce qu'on peut les en blâmer? Je trouve que oui, mais bon, ça sera mon point de vue. On peut me lapider plus tard, c'est pas grave. J'accepte. Les parents sont devenus trop consommateurs, c'est-à-dire qu'ils aiment leurs enfants. Ça, c'est totalement normal. Ma mère m'aime, voilà. C'est normal d'aimer son enfant. Mais on peut parfois l'aimer malgré lui. Ça veut dire ne pas tout lui céder, ne pas tout vouloir de ce qu'il veut concrètement. Or, l'école est de plus en plus vue comme une garderie. Tiens, en juillet, ça m'arrange pas vraiment que l'école soit fermée et que les profs soient en vacances, et si garder mon gamin sans être payé, bien sûr, ça coûte cher à la collectivité. Les 11 jours dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le fruit de la FCPE et de la PEP. Alors nos grands amis de la FCPE, qui sont de Florence Gauche, qui ont demandé depuis des années à ce que notre temps de travail soit annualisé et à ce qu'on soit là plus. Donc en gros, on est là maintenant jusqu'au 6-7 juillet, et puis on rentre le 28 août à peu près, sans problème, ce n'est pas sans salaire. Donc ça, c'est grâce aux associations de parents d'élèves, qui ne comprennent pas la différence entre des animateurs, une garderie et des profs. Nous, on est là pour transmettre notre savoir. On n'est pas là pour faire minute. Je suis un peu en colère, hein. Les stylos rouges en colère à la base. Enfin, un dernier point qui va être un peu plus... Est-ce qu'on peut faire l'école sans enseignants? Bah, en fait, c'est un peu le rêve. Je vais être un peu provocateur des SP et des formateurs qui ont contribué à cette mauvaise image des profs, à vouloir faire de nous des robots, des machines. On nous explique qu'il n'y a plus de liberté pédagogique, qu'on doit obéir à un dogme avec des théoriciens qui n'ont jamais fait cours, jamais vu d'élèves. Et la formation n'est quand même plus à même de la connaître que des gens qui n'ont pas été en contact avec d'autres élèves qu'eux-mêmes. Or, notre formation, je ne sais pas si vous le savez, mais ce n'est que ça. Ce sont quasiment des gens soit complètement déchargés de cours, soit des gens qui font moins cours qu'avant, soit des gens qui n'ont jamais eu d'élèves. Ils nous expliquent à longueur de temps comment faire cours, par exemple que l'orthographe ou la grammaire c'est cruel, méchant et bourgeois, que la chronologie c'est pas bien. Bah oui, enfin voilà, et donc on rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on dépossède les classes populaires de la culture. Ils ne l'auront nulle part. Donc si on pouvait un peu réavoir des formateurs en contact avec la réalité qui atterrissent de leur dogme, ça pourrait être pas mal aussi. Et je crois que c'est plus difficile parce que la gauche a toujours été ambivalente à ce sujet. Voilà, le dernier gouvernement a fait la réforme des collèges. Vous devez savoir que la réforme des collèges telle qu'elle a été faite était les prémices de la réforme du lycée. En gros, il n'y a aucune différence entre les deux. Il y en a une qui a été faite par le PS au pouvoir, l'autre par la République en marche. Malheureusement, c'est quasiment la même chose. Donc là, il y a quelque chose à faire. Il y a une pensée de gauche à reconstruire sur l'école. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire ensemble. Mais ça serait vraiment important. Je crois qu'en matière d'éducation, comme dans d'autres domaines, effectivement, tout est question d'équilibre. Et on est passé d'une situation avant mai 68 où finalement on avait une école caserne, où tout était complètement bouclé, sclérosé, la parole du maître était parfois un peu dictatoriale. Voilà. Un système dans lequel on a voulu, comme souvent, tourner le
volant de l'autre côté trop vite et on est arrivé à certains excès et à demander aux enseignants de se mettre le plus possible en retrait. Donc voilà, je pense que on peut à la fois essayer d'intéresser les élèves, de moderniser la manière d'enseigner, y compris d'utiliser des nouvelles technologies, sans tomber non plus dans ni une forme de jeunisme un peu facile qui ne rend pas tellement service aux jeunes que l'on a, parce que vouloir les amener vers une culture qui était une culture institutionnalisée, c'était souvent la manière d'enseigner avant, et puis bon, le professeur était en chair, on va laisser passer là, les secouristes, voilà, font leur travail. Un débat sur les urgences tout à l'heure. Donc je disais oui, le professeur ne descendait pas de sa chaire, faisait cours de manière un peu ex cathedra. Maintenant, on demande de plus en plus de développer des formes de pédagogie inversée où tout part de l'élève. Je crois que voilà, il faut trouver un juste milieu. Bien évidemment, partir de ce que c'est l'élève, de sa culture, mais pour l'amener vers autre chose, pas le laisser dans la culture à laquelle il a déjà accès. Donc ça demande évidemment des efforts, tu en parlais tout à l'heure, et ça demande un travail sur soi-même qui est effectivement difficile et qui ne va pas forcément de soi. Pour ce qui est des évolutions de ces dernières années, depuis les années 80, les professeurs d'école ont eu une véritable revalorisation de leur statut et bon, sont maintenant sur le plan pratiquement des grilles salariales ou du statut au même niveau que les professeurs de collège et lycée, ce qui est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'en particulier, les professeurs certifiés sont restés au niveau dans lequel ils étaient dans les années 60 et que au fur et à mesure, il y a eu des évolutions de la société, mais le métier a peu changé sur ce plan-là. Contrairement aux idées reçues, par contre, s'il y a vraiment un métier dans lequel on se remet en cause extrêmement fréquemment, avec des réformes tous les 2-3 années, c'est bien dans l'enseignement. Au bout, moi, de 19 ans de carrière, j'en suis à la 5e, 6e réforme. Il y a 3 ans, j'ai refait de A à Z l'intégralité de mes cours parce qu'on avait une réforme qui reprenait complètement. Voilà. Donc, dans les faits, c'est vrai qu'on a l'impression de donner beaucoup, d'aller très souvent au-delà de nos missions, parce qu'on est très sollicité quand on est professeur principal en charge de questions d'orientation, par exemple. Il y a tous les problèmes sociaux qui sont une réalité, qui sont présents à nous, des familles qui font appel à nous et voilà, pour les aider quand ils n'arrivent plus à faire face aux difficultés de leurs enfants. On joue très souvent un rôle de relais avec des structures sociales. Voilà. Donc le temps, on le passe bien au-delà, parce qu'évidemment c'est souvent le cliché qui est donné, les mois de vacances. Alors sur les mois de vacances, en dehors de l'été, déjà on passe, en particulier en français, un temps considérable à corriger. C'est quand même un bon tiers des vacances qui est consacré à ça. Et puis à refaire des cours une partie de l'été, voilà, donc on a des vacances, mais il y a une partie qui est utilisée pour travailler quand même déjà. On a des livres à lire pour nos élèves et on le fait aussi dans les temps de vacances, hein. Ça c'est important. Bien sûr, tu peux compléter quelque chose. En fait, il faut savoir que sur ce temps de vacances, on est en télétravail concrètement. Le télétravail est toujours mal vu en France. Aux États-Unis, c'est la seule fois où je parle vraiment bien des États-Unis. Aux États-Unis, le télétravail est complètement accepté. On n'estime pas que les gens glandent pendant leur télétravail. Bah, on n'est pas en train de glander pendant qu'on fait le télétravail. Oui, je bois mon thé ou mon café avec ma clope quand je prépare mes cours, mais enfin je bosse.
quoi. Ça reste du travail. Donc voilà. Moi j'ai arrêté de fumer, mais le café, ça c'est sûr. Mais par contre, non, voilà, ce qui est vrai, c'est que à la base, on a choisi de faire un métier dans lequel on savait on n'allait pas faire de l'argent. On y allait par idéal, par vocation, par envie de faire des choses. Ben, vocation dans un certain sens, parce que la culture, moi je le vois comme ça, l'envie de partager des choses sur la culture, sur la littérature, voilà, cet aspect-là. Mais par contre, on est des professionnels, je pense que c'est ça qui t'a fait réagir, et donc on n'est pas des bénévoles. Et de plus en plus, on nous demande de donner davantage, et on nous donne moins. Alors, en termes de moyens, hein, parce que très clairement, voilà, le nombre d'élèves par classe ne cesse d'augmenter, il y a des difficultés financières dans les établissements, ça c'est une réalité. Et puis, bon, l'évaluation des enseignants, quoi, qui reste à un niveau qui est largement insuffisant. Il suffit de voir les comparaisons avec les pays européens. Quand on regarde ça de manière un petit peu sérieuse, on voit que en Allemagne, alors certes, les professeurs allemands sont un peu plus sollicités que les professeurs français sur certaines tâches, mais ils sont à minima payés une fois et demie de plus, si c'est pas deux fois, par exemple. Et puis, d'une manière générale, voilà, je parlais des 300 € par exemple, qui nous ont été annoncés triomphalement. Bon, dans les faits, ça fera entre 0 et 30 € d'augmentation selon les situations. Mais on a 700, 600, 700, 800 € de retard en moyenne sur ce qui se pratique au niveau de l'Union européenne, hein, dans la rémunération des enseignants. Et avec ce quasi-gel du point d'indice depuis 10 ans, hein, qui a été desserré pendant un an à la fin du quinquennat de François Hollande, et ça a été la première décision pratiquement d'Emmanuel Macron nous concernant, ça a été tout de suite de regeler le point d'indice. Et Nicolas, tu en parlais tout à l'heure, il y a un cadre général, on en a parlé finalement toute l'après-midi avec ce qui se passe à l'hôpital, avec un cadre général qui touche la fonction publique. Et c'est vrai qu'à la gauche républicaine et socialiste, on est extrêmement attentif à cela et préoccupé par cela, parce qu'une école sans enseignants est-elle possible? On aurait pu demander un hôpital sans soignants, est-il possible? Enfin voilà, on pourrait décliner sur tout ce qui est service public la question. Il y a une volonté générale, l'année dernière, la loi sur la fonction publique, Marie-Noëlle Lienemann notamment, s'est beaucoup battue là-dessus au Sénat, qui propose un recours systématique aux contractuels, à la précarisation. De toute façon, il y a une logique ultralibérale, avec un logiciel qui est bien connu, baisser au maximum les dépenses de l'État, donc baisser au maximum le nombre de fonctionnaires, remplacer le plus possible par des contractuels, et on arrive à des aspects complètement incohérents. C'est-à-dire que d'un côté, quand on parle avec des professeurs stagiaires, ils sont pendant un an sous une pression terrible, mais vraiment avec un stress énorme, des menaces, à la fois des inspections, à la fois des rapports à remettre, des conditions d'exercice qui sont difficiles parce qu'ils sont plongés dans le grand bain tout de suite, voilà, ce qui est un petit peu compliqué. Et à côté de ça, quand il y a des collègues qui sont absents, bah, pratiquement au bout d'un moment, quand pendant 15 jours vous n'avez plus de prof de maths, vous avez un chef d'établissement qui vient vous voir, alors même pas en pensant à mal, hein, simplement parce que il n'y a pas de solution, il n'y a rien, et qui me dit, bah écoutez, si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui a fait des études même de sciences, niveau licence, ou ben voilà. On trouve des annonces sur le Bon Coin pour être prof. Alors je sais pas si vous imaginez, mais c'est humiliant, enfin, ça suffit quoi. On trouve sur le Bon Coin, sur Pôle emploi, des annonces pour être prof, notamment en maths. Il y a une telle désaffection parce que quand on a fait des études de maths, on va pas être payé 1500 € par mois, et donc on se retrouve avec des gens qui postulent, qui ont un bac plus 2 en maths, et qui sont recrutés. L'inspection dit super, vous avez dit venez. Oui, avec souvent des situations qui sont très difficiles, parce que j'ai connu pas mal de contractuels qui craquaient au bout
d'un mois et demi, parce que c'est la première fois. Il maîtrisait parfois un domaine scientifique. J'ai le souvenir de quelqu'un, par exemple, qui était très compétente dans un domaine, en physique, elle avait une thèse, mais elle n'avait jamais enseigné devant des élèves. Et la réalité face à des classes, au bout d'un mois et demi, elle était en telle souffrance qu'elle a arrêté, qu'elle a claqué la porte. Je vais vous raconter une anecdote. On a parfois des accidents inattendus dans le cadre de son métier de professeur. Je m'étais fait une entorse il y a quelques années au genou lors d'un match de handball professeur-élève. Bon, voilà. Donc il a fallu que je sois remplacé. Parce que quand on se fait une rupture des ligaments croisés, même quand on n'est pas un grand sportif sans être Lionel Messi, mais malheureusement on ne peut pas non plus aller faire cours facilement. Pour être remplacé, mais ça a été un parcours du combattant absolument hallucinant. Cette histoire c'était il y a 5 ans. Dans un premier temps, pendant une semaine, mes élèves n'ont pas eu classe, puisque sous Nicolas Sarkozy, on avait avant des corps de remplaçants qui existaient, ce qu'on appelait des TZR, les titulaires sur zone de remplacement. Comme il fallait faire des sacrifices au niveau du nombre de fonctionnaires, ils ont commencé par ça en disant oui, mais alors tous ces professeurs qui sont dans les starting blocks à attendre de faire un remplacement et qui parfois vont passer un mois sans être payés, voilà, c'est de la gabegie, c'est de l'argent public dépensé inutilement. On va commencer par sabrer là. Sauf que maintenant on se rend compte, quand il y a des arrêts maladie, quand il y a des collègues qui doivent s'arrêter parce qu'elles sont en fin de grossesse, eh bien parfois pendant une semaine, pendant 2 semaines, les élèves n'ont personne. Donc déjà pendant une semaine, les élèves n'ont eu personne. Puis quelqu'un est venu. Quelqu'un est venu, elle a fait ce qu'elle a pu, contractuel. Au bout d'un mois, elle a dû partir parce qu'elle s'était engagée à garder sa petite fille. Ah oui, contractuel, voilà, on accepte un contrat pour un temps donné, et puis voilà. Donc au bout d'un mois, à nouveau, mes élèves, parce que moi, il y avait des complications, je ne pouvais pas reprendre tout de suite, n'avaient personne. Il a fallu que je contacte moi-même, en tant qu'enseignant Pôle emploi, pour essayer de trouver une solution, parce que je connaissais quelqu'un qui y travaillait, pour essayer. On a fini par avoir quelqu'un qui est venu, au bout de 2 semaines de plus, qui avait fait un remplacement dans le collège de sa fille. Or, sa fille était en 6e en français parce qu'il y avait un congé maternité, il n'y avait personne. Et puis je lui avais passé mes cours et bon, à la dernière minute, finalement, le matin où elle devait me remplacer, elle a eu peur parce que j'avais des 3e et que elle ne se sentait pas de pouvoir faire cours à des 3e, ce qu'on peut très bien comprendre. Hein. Et donc, il n'y a eu personne à nouveau. Bon, tout ça pour dire que vraiment, on se retrouve dans une situation où d'un côté, on demande plein de choses aux futurs enseignants, avec des formes de pression très très importantes, et puis pratiquement, à certains moments, en désespoir de cause, on finit par demander pratiquement à la première personne qui passe dans la rue, qui sait à peu près, qui a à peu près un bac littéraire, eh bien on peut toujours rendre service et puis venir enseigner au moins devant des 6e. Voilà, donc ça fait partie aussi ça de la dégradation de la manière dont le métier finalement est conçu. C'est pour ça justement que chez les stylos rouges, on appelle à une convergence avec justement tous les mouvements qui sont en train de naître. On ne gagnera jamais seul. On ne pourra pas gagner seul. On n'est pas assez nombreux. Les collègues justement ont tellement intégré le fait qu'ils sont tellement soumis, tellement apeurés la plupart du temps, qu'ils ne réussiront pas. On ne réussira pas à gagner notre combat seul. Et on a besoin de s'associer avec les personnels d'hôpitaux qui vivent les mêmes choses que nous. On a besoin de prendre exemple sur nos camarades de la RATP qui ont donné un si bel exemple hier en nous bloquant tous dans Paris. Alors ça c'était juste top, franchement. Qui ont obligé des gens à devoir changer leur logement à Paris, par exemple, pour pouvoir venir à la fête du Mar. Bref, voilà, c'est un modèle. Nous, on n'y arrivera pas seul, mais en s'associant, là, on peut arriver à quelque chose. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on doit faire. Mise en place dans l'éducation, mais évaluer. Il n'y a jamais de suivi, jamais d'évaluation. Les choses sont abandonnées petit à petit. L'histoire des arts, elles n'ont pas été juste abandonnées. On ne sait pas
pas si c'était bien, mal, on ne sait même pas si les collègues appréciaient ou pas, ça a été abandonné. Ensuite, pour ce qui est des formations, la dernière mode, c'est de nous rajouter des formations pendant les vacances. Donc en plus, on est le seul métier où on est ça. En entreprise, les formations sont faites sur le temps de travail, et nous, on nous invente maintenant une formation en dehors du temps de travail, en expliquant qu'on est en télétravail, ce qui est vrai, mais c'est pas la même chose que d'être à un endroit. Donc on nous grignote encore du temps. Ces formations, on les demande pas. Je sais, c'est quand même pas mal, on les demande pas. Quand on demande une formation, on l'a pas, mais on nous impose certaines qu'on ne veut pas. Et qui sont objectivement, je le dis, nulles. Voilà. Pour ce qui est des manuels, des changements de programme constants, oui, chez les stylos rouges, on a carrément demandé à ce qu'il y ait une enquête pour conflit d'intérêt contre les ministres et leur cabinet. Tout bêtement. Qu'est-ce que c'est que ces ministres et hauts fonctionnaires qui régulièrement, tous les 3-4 ans, font changer des programmes qui fonctionnent à peu près? Il y a un moment où on a le droit de se poser des questions. Et évidemment, c'est pas suivi des faits, rien ne se passe. Nous, on a déposé ça au ministère quand on était dessus. Voilà, on n'a pas eu de réponse. Mais on aimerait qu'il y ait une enquête de conflit d'intérêt. Si des parlementaires pouvaient saisir de la question, ça pourrait être pas mal. Je crois que pendant des années, il y a eu des pudeurs dans le monde enseignant de parler de nous-mêmes ou de défendre nos conditions de travail. On a parlé essentiellement de l'avenir des élèves parce que ce qui compte le plus à nos yeux. On a combattu les réformes qui nous paraissaient aller dans le mauvais sens pour l'avenir de nos élèves. On reste extrêmement préoccupé par les questions pédagogiques, par le fait que, effectivement, l'ascenseur social aujourd'hui est en panne. On voit bien tout ce qui ne marche pas aujourd'hui. Ça, c'est évident. Mais au-delà de ça, il y a un moment aussi où si on veut une école qui fonctionne bien, et je crois que c'était voilà, le but de l'intitulé de ce débat, il faut des enseignants qui puissent aussi être dans des conditions apaisées, dans de bonnes conditions pour pouvoir exercer leur métier et être un petit peu, avoir la tête un petit peu disponible. C'est assez compliqué en ce moment avec les attaques tous azimuts. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures qui finissent en étant accumulées par être reçues comme vexatoires. La journée de carence qui a été rajoutée chez les fonctionnaires aussi. Quand on est enseignant, ça pose quand même un certain nombre de soucis. On est en contact avec des élèves qui sont malades tout le temps. Bon, voilà, c'est une des conséquences de notre métier aussi. De l'autre côté, si on reprend trop tôt, alors ça veut dire qu'on peut sans problème aller contaminer les élèves. Maintenant, si on est malade, c'est la double peine, on paye de notre poche. Donc il y a eu ça, ce dont tu parlais Nicolas maintenant, qui est passé la semaine dernière, imposé sur les jours de congé des journées de formation. Voilà, il y a un moment aussi, pendant des années et des années, on a donné sans compter bien au-delà des caricatures en plus qui souvent ont été véhiculées, mais il y a un moment où on dit stop. Le problème aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de réaction, pour parvenir à une réaction qui soit unitaire, qui soit groupée, la grande difficulté c'est que finalement la baisse du niveau de vie a fait que c'est beaucoup plus difficile maintenant de se lancer dans des mouvements de grève qui soient suivis, parce que de plus en plus de collègues regardent leur fiche de paye à la fin du mois et une forme de découragement a pu arriver. C'est sûr qu'en particulier pour avoir connu moi au tout début à l'entrée dans le métier les grandes grèves contre la réforme des retraites en 2003 qui s'est soldée sur une défaite qui a fait beaucoup de mal. Quand on fait un mois de grève, contrairement aux idées reçues, c'est un mois de salaire qu'on ne reçoit pas. Et après, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de se remettre au combat. Mais il ne faut pas
au-delà des chiffres de mobilisation de ces dernières années qui ont pu paraître un petit peu décevants, il y a un mécontentement et une aspiration à du mieux chez beaucoup de collègues qui restent souterraines, mais une envie de se battre pour que l'école fonctionne mieux, qui est bien là, qui est bien réelle. Un petit mot d'ailleurs sur, parce que nous sommes tous les deux enseignants au collège, alors sur la réforme des lycées, la rentrée est assez chaotique, hein, ce qui nous revient des collègues qui travaillent en lycée, c'est assez compliqué. Il y a eu des suppressions de postes, hausse démographique qui conduit à des classes qui sont chargées et des groupes classes qui disparaissent au profit de différentes options qui parfois se retrouvent avec des effectifs absolument pléthoriques. Beaucoup d'élèves qui n'ont pas eu finalement les options qu'ils souhaitaient, les spécialités qu'ils désiraient. Donc il y a beaucoup de choses qui semblent fonctionner assez mal à cette rentrée, malgré ce qu'a pu en dire le ministre. Pour ce qui est de la réforme des lycées, concrètement, art plastique, histoire, SVT, SES sont des matières en train de perdre. Elles sont en train de disparaître. La mise en concurrence de toutes les matières les unes avec les autres est une réalité. Ça, c'est la réforme des lycées Blanquer. Et je vous le dis, malheureusement, c'est la suite de la réforme du collège. C'est comment mettre les matières en concurrence pour que seules les plus fortes, les plus à la mode survivent. On nous a expliqué qu'on cherchait à casser le côté élitiste de S. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de filière d'excellence dans le mauvais sens du terme, j'entends. C'est-à-dire qu'il faut faire S pour réussir dans la vie, sinon on a raté. C'était un peu l'idée. On exagère un peu, mais c'était l'idée. En gros, rien n'a changé. Concrètement, les gens, en moyenne, prennent maths, physique, SVT. SVT, un peu moins, mais maths, physique, clairement. Et un truc à côté, alors, de l'anglais. Vous savez bien quand même de parler anglais. C'est pas mal dans le monde néolibéral dans lequel on est. Donc la réforme du lycée, c'est ça, ce sont des suppressions de postes, des contractuels partout, de nouveaux virés, encore une fois, parce qu'on va et puis c'est une école qu'on peut moins choisir au contraire de ce qui est prétendu. Parce que à part au centre de Paris, enfin à part à Paris où il y a des lycées partout, concrètement le lycée ne peut pas proposer plus de 7-8 options en général. Et donc en fait quand on habite en province, dans un coin où il n'y a pas beaucoup d'habitants, il y a un lycée sur 30, 40, 50 km. Et si on va pas faire 50 km le mardi de 16 à 18 pour aller faire un peu, je sais pas moi, de chinois ou de hongrois, je sais pas pourquoi pas. Donc forcément, ça oblige à faire des options et malheureusement c'est moins schématique que ça. Ça peut être des options qu'on voudrait faire et qu'on ne peut tout simplement pas. Donc, un lycée menu, pourquoi pas, moi je à titre personnel, là c'est peut-être mes collègues sinon je vais me taper dessus. Moi ça ne me plaisait pas forcément comme idée, mais c'est pas ce qui se passe. J'en rajouterai quelque chose après au passage d'ambulance parce que je pense que ça va être difficile sinon plus ou moins, bon on va essayer. Non, ce qui est sûr c'est que une école sans enseignants, l'autre manière aussi de prendre une école sans enseignants est possible de prendre un intitulé, c'est que ce n'est pas en faisant, comme dans tous les autres services publics, des économies sur le nombre de fonctionnaires qu'on pourra faire mieux fonctionner l'école. La recherche pédagogique, les innovations pédagogiques me paraissent toujours intéressants. Simplement, ça ne peut pas remplacer une réflexion sur les moyens. Il y a eu un moment où on a fini par nous dire écoutez, c'est pas les moyens la question, mais où on a cherché à nous faire croire que on pourrait faire mieux en ayant toujours moins en termes de dotation. Donc c'est pas vrai par rapport aux conditions de travail, on en parlait tout à l'heure, si on veut attirer des nouveaux enseignants dans le métier, et ça n'est pas vrai aussi si on veut arriver à dédoubler les classes, si on veut arriver à faire un travail réellement individualisé auprès des élèves. C'est quelque chose qui est très intéressant d'individualiser le parcours de chaque élève,
de pouvoir de plus en plus apporter une attention individuelle à chaque élève, mais on ne peut pas le faire avec 28 élèves dans une classe. C'est pas possible. On ne peut le faire que si on nous donne les moyens suffisants de dédoubler très fréquemment les heures de cours. Voilà. Donc, des réformes pédagogiques, il y en a qui sont intéressantes, il y a des réformes de programmes qui sont intéressantes, mais le problème, c'est qu'on a à un moment besoin un petit peu de pouvoir travailler, on l'a dit, dans la stabilité, dans la continuité. On a besoin de moyens pour arriver à faire cette différenciation qu'on nous demande, en faisant attention par rapport à la différenciation. C'est comme pour les débats sur finalement le communautarisme d'une certaine manière, même si ça paraît éloigné. C'est-à-dire que l'attention à chaque spécificité est quelque chose d'intéressant à condition qu'on ne fasse pas passer l'universalité à la trappe. C'est-à-dire qu'on veut donner une culture commune aux élèves, pas une culture qui soit à plusieurs étages, avec des formations dans lesquelles déjà certains élèves on dira écoute, bon toi on va te donner moins parce que voilà, c'est déjà plus possible. Donc il faut faire bien attention à ça. Mais en fait, on l'a déjà, malheureusement. C'est-à-dire qu'on nous demande régulièrement de surnoter les élèves. Il y a des consignes de l'inspection au brevet, par exemple. Les inspecteurs repassent derrière, recorrigent les copies, augmentent toutes les notes de 3-4 points. Au bac, c'est pareil. Sous prétexte de différenciation, en fait, on méprise les gens. On estime qu'ils sont pas très doués, alors on va quand même leur donner ce diplôme, etc. Et en fait, on dégrade et le diplôme et la personne. C'est-à-dire que la personne est niée dans son existence, dans le fait qu'on lui fait tout le temps un pont pour lui donner des choses, comme si elle était incapable de progresser. Mais pourquoi on la laisse pas progresser plus lentement si c'est ça? Mais quel redouble s'il faut? Le redoublant peut être une chance, on n'est pas tous aussi rapides, on n'a pas tous le même rythme. Moi j'ai redoublé ma 6e, j'ai terminé ma 6e, j'étais une tâche intersidérale en maths. J'ai fait, bon j'étais toujours tâche après, mais un peu moins, ça m'a aidé, et surtout j'étais très bon dans le reste. Alors que c'était pas le cas en 6e. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup aidé. Donc le redoublement peut être une solution. C'est pareil, le dogme anti-redoublement est stupide comme tout dogme. On nous parle beaucoup de différenciation et de bienveillance à l'égard des élèves, il n'y en a aucune à l'égard des personnels d'éducation. Le chef Fayon dans l'éducation nationale, alors franchement, il est génial. Il est partout, il est omniprésent, que ce soit les chefs d'établissement, les inspecteurs, et parfois ces nouveaux postes qui sont créés, les coordonnateurs, je sais pas, un truc dans le genre, de matière, des responsables de niveau, genre de grade, inventés entre, qui se permettent justement de casser encore une fois la liberté pédagogique. Il y a une défiance à notre égard en fait généralisée, au lieu d'avoir confiance en nous. Et je pense que c'est cette confiance qui doit revenir. On a parlé de loi confiance, c'est quand même le nom ironique et méprisant que Blanquer a donné à sa loi. Je pense que c'est vraiment du mépris volontaire de sa part. C'est vraiment, je pense qu'il a beaucoup ri en donnant ce nom-là. Parce que la loi confiance, c'est quoi? C'est l'article 1 qui avait été mis en place et retoqué. Le but, c'était de nous fliquer encore plus. Le but, c'était de nous dire qu'on devait se taire, qu'on avait un devoir de réserve. Devoir de réserve surinterprété par un ministre qui estime qu'on doit être aux ordres et au pas. On n'est pas l'armée. On est des profs, on doit former à l'esprit critique. Moi je suis désolé, j'aurais du mal à former à l'esprit critique si je dois tout le temps me taire et jamais parler concrètement. Si je dois tout le temps être tenu à une espèce de réserve absurde au niveau politique, au niveau personnel, au niveau littéraire, au niveau intellectuel. Pour former à l'esprit critique, il faut provoquer. C'est tout. Il faut provoquer, il faut faire réagir, il faut être insolent, même parfois l'insolence d'un élève peut être profitable. Elle peut être intelligente, forcément. Si c'est juste pour être débile, ça n'a pas de sens. Mais ça peut être génial, un élève insolent. Moi j'ai des 4e, ils sont insolents, j'aime. C'est une preuve d'esprit. C'est une preuve d'esprit. Ils me posent des questions, ils répondent, ils sont réactifs. Moi ils m'insultent pas. Ça c'est exactement. Ils lancent un débat et on peut parler. Et d'ailleurs, il faut que vous parliez aussi. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que l'école devrait être, qu'est-ce qu'elle pourrait être de mieux pour pas créer des crétins libéraux? Parce que c'est ça qui est en train d'être fait, hein, c'est le danger, de créer des robots libéraux. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour... Qu'est-ce que d'après vous l'école devrait être, qu'est-ce qu'elle pourrait être pour ne pas créer une espèce d'uniformisation, créer une société libérale? Elle essaie de créer des clones libéraux concrètement. C'est mon point de vue, hein. C'est
c'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire, comment elle pourrait être pour ne pas devenir cette organisation de clubs libéraux? Du coup, je vais reprendre. Excusez-moi. Je suis d'accord sur pas mal de points par rapport à l'école et tout ça. Du coup, pour répondre à votre question, ce qui serait beaucoup plus simple en fait, ça serait de laisser beaucoup plus de liberté aux professeurs. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai été surveillant cette année à ED et du coup, j'ai pas mal pu voir du coup la relation par rapport aux élèves et même du coup la limite qu'ont les profs et même les AED par rapport à eux, et même au niveau de l'insolence et les possibilités qu'ils puissent pour justement gérer ce genre de problème. Même ce genre de problème peut se voir justement par conséquence du fait que les classes sont totalement surchargées et du coup, pour parler de comment ça s'appelle en tout cas potentiellement du cas par cas, c'est-à-dire en gros d'aider chaque élève du coup pour s'améliorer de ça en fait avec des classes qui sont totalement surchargées à 28, 35 élèves, parce que 35 élèves ça existe totalement, c'est juste impossible et du coup ça peut aussi amener à ce que les élèves deviennent de plus en plus perturbants et derrière compliquer la tâche du professeur qui est déjà limitée. J'aimerais aussi reprendre le point de la place des parents dans l'éducation nationale. Dans la piste de l'éducation nationale et surtout par rapport à la crédibilité et du pouvoir du professeur. C'est-à-dire que cette année, je vais vous donner un exemple un peu plus simple. Un élève qui était perturbant en permanence, qui m'a supporté, je lui ai mis une heure de contenu et derrière, je reprends l'histoire, dans le code du collège, il était écrit qu'à partir de 2 heures de retard, il y avait une heure de contenu. Du coup, à partir de ce moment-là, l'élève était en retard, j'ai mis un contenu par respecter les autorités. Derrière, j'ai reçu un message d'un parent d'élève écrivant. Je ne pense pas que ce soit une raison pour mettre mon fils en ordre. À ce moment-là aussi, il faudrait relancer le débat sur justement peut-être que l'État puisse aider les professeurs à se libérer de liberté et du coup par conséquent aider les élèves au niveau aussi de ce cadre au niveau de l'insolence. Pas penser à penser, désolé. Non, mais c'est pas grave, ça relance autre chose. En fait, le poids des parents est clairement trop grand. Il y a, je pense, un article de Marianne qui faisait même correspondre les problèmes de l'école avec l'entrée des parents d'élèves, des associations de parents d'élèves, dans son sein. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais effectivement, il y a un poids qui est excessif. Être passé par l'école n'est pas connaître l'école. C'est le seul métier où tout le monde a quelque chose à dire. Moi, je vais pas me permettre d'aller voir un parent d'élève et lui dire ouais, tu bosses dans une banque, mais je vais t'expliquer comment faire ton métier. Le pire, c'est que j'ai des parents d'élèves qui viennent m'expliquer comment faire le mien. Donc, alors je suis pas du genre à mettre les coups de tête aux gens, mais l'envie parfois est là. Voilà, mais clairement, franchement, ça suffit quoi. Et alors, d'un autre côté, la liberté pédagogique, clairement. Je suis un chantre de la liberté pédagogique, j'aimerais qu'elle soit beaucoup plus grande d'ailleurs, mais c'est vraiment un rapport de confiance qu'il faut rétablir et avec les parents et entre nous, quoi, tout simplement. Et même avec les élèves, que les élèves comprennent qu'on est là pour eux, qu'on n'est pas leurs ennemis, on les engueule, c'est normal. Ils sont là pour nous tester, c'est normal, c'est le jeu. Quand on a 12, 13, 14 ans, on se teste. Normal. Moi je suis là pour ça. Et ensuite, voilà, les parents devraient nous faire plus confiance, devraient comprendre qu'on est là pour leurs enfants, mais qu'on n'est pas là pour leur 8e merveille du monde. On est là pour leurs enfants, c'est pas la même chose. Et l'autre truc, c'est que en nous payant mieux, on serait mieux respecté. C'est immonde, moi ça me dégoûte, ça ne me plaît pas, mais la valeur d'un être dans le monde libéral dans lequel on est dépend de son salaire. On vaut quelque chose. Et donc, c'est accepter ce système en partie, mais c'est comme ça. On aura plus de valeur et plus de respect si on est mieux payé. On n'aura plus des élèves qui nous feront ah ouais, de toute façon vous êtes mal payés, vous. Des genres de blagues qui sortent comme ça, des nulle part en classe. Ah oui, j'arrive. De toute façon vous n'êtes pas bien payés, vous. Pardon. Donc, bon. Je l'ai entendu plusieurs fois ce genre de remarques. C'est ça, alors ma réponse c'est oui, effectivement, mais c'est pas grave, je me bats pour pas être payé. Et justement, le fait que le salaire augmente motive les professeurs et du coup, et derrière, ils sont beaucoup plus dedans. Le fait que, justement, avec ce genre de chiffres que vous avez cités au tout début de la conversation,
montre aussi que les professeurs derrière ne peuvent pas être motivés et ne peuvent pas être totalement impliqués dans leur pouvoir parce que c'est totalement démoralisant. Et même pour les futurs professeurs, personnellement, je suis en L2 histoire. J'ai ma prochaine question par rapport à ça justement. Ça donne pas envie comme ça, même si justement le fait d'aider les élèves et ça, personnellement c'est une motivation qui arrive et la revalorisation de salaire permettrait justement aux professeurs d'être plus motivés, par conséquent aider encore plus les élèves. Surtout dans votre cas par exemple, vous êtes à ED, vous êtes à 550, 560 par mois, c'est ça? J'étais à mi-temps, j'étais à 620 net par mois. C'est 620. Franchement, avec ce qu'on vous demande, avec la manière dont vous êtes traité, c'est indécent. Il n'y a pas chez les profs, hein. Nous on se bat chez les stylos rouges pour tous les personnels d'éducation et notamment les plus précaires. Et puis la situation des agents de service aussi, qui font un travail formidable, parce que vraiment je le vois au quotidien, je parle beaucoup avec eux dans mon établissement, et souvent, selon le conseil départemental dont ils dépendent, en tout cas les collèges, la précarité, certains la vivent vraiment au quotidien. Ce qui est sûr, voilà, c'est que pour tous les assistants d'éducation aussi, le travail est important et il faut avoir la chance, on peut avoir dans des établissements la chance d'avoir des chefs d'établissement intelligents qui vont soutenir, il y en a vraiment, qui vont soutenir leur personnel, qui vont soutenir les surveillants, qui vont les accompagner parce qu'on ne s'improvise pas du jour au lendemain, qui vont essayer de les accompagner aussi parce que c'est pas un but en soi, hein, c'est un tremplin pour autre chose à un moment donné dans ses études ou pour rebondir et pour que vous soyez au mieux accompagné, il faut qu'il y ait une idée de formation derrière, qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait des aménagements, qu'il y ait une intelligence. Exactement zéro, et même vous parlez d'accompagnement du chef d'établissement. Personnellement cette année, j'ai eu tout le contraire. C'est-à-dire que j'ai eu des problèmes avec des élèves qui ont littéralement été traités de racistes devant toute la cantine, ce qui est une chose quand même assez grave, pour la culpabilité et même pour la personne. Et derrière, un rapport a été fait. Les élèves ont strictement mettre un message aux parents. Et pendant les réunions avec AED, CPE qui nous aidait beaucoup, qui nous protégeait vis-à-vis du chef d'établissement qui nous limite nous méprisait, j'avais l'impression. Il y avait comment ça s'appelle une face, mais derrière, on était limite méprisé. Mais derrière, comment dire, exactement, c'est-à-dire qu'on demande justement à ce que les élèves nous respectent, on demande aux AED d'encadrer les élèves, mais derrière quand il se passe ce genre de problème et qu'il n'y a pas de suivi, les élèves derrière peuvent continuer, même aggraver totalement la situation, et c'est totalement scandaleux. Alors ça, c'est la raison pour laquelle les stylos rouges sont nés, et avant ça, le hashtag pas de vague. Pas de vague, concrètement, c'était ça. C'était la dénonciation du non-soutien de la hiérarchie. Et des parents, mais de la hiérarchie principalement. Notre hiérarchie, selon la loi, doit nous soutenir. Concrètement, et je dirais fort, et c'est volontaire, le chef d'établissement qui ne vous suit pas est un délinquant. Qu'est-ce qu'un délinquant? Quelqu'un qui ne respecte pas la loi. C'est pas un type qui vole une mobilette, un délinquant. Un délinquant, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Donc ce chef d'établissement, cet inspecteur qui harcèle, qui ne soutient pas, qui ne protège pas ses profs, ses surveillants, le médecin scolaire, on a quasiment plus, mais le médecin scolaire, l'infirmerie, il n'y a plus personne. Ouais, il n'y a plus personne. C'était moi l'infirmier pendant toute l'année. Avec de l'eau, et rien. Et de l'eau, et verres d'eau. Et c'est ça. Oui, c'est ça. À gérer des doubles fractures de petits doigts, des boîtiers de genoux. On n'a même pas le droit d'appeler les pompiers, c'est le chef d'établissement qui doit faire pendant que l'élève est en train d'agoniser. C'est vrai. Ouais, non, sûr. Mais ça, j'ai connu ça dans l'établissement aussi. Des personnels précaires, mal payés, à qui on reprochait de prendre des initiatives quand ils en prenaient, mais à qui on interdisait d'en prendre. Exactement. Et ils étaient devant nous parfois maltraités parce qu'ils n'avaient pas pris l'initiative qu'on leur interdisait de prendre. C'est un monde de malades. L'éducation nationale est folle. Exactement, ça dégoûte totalement du métier. Elle est folle. Je suis arrivé strictement sans formation, je vous ai expliqué que je voulais absolument avoir un métier comme ça. On n'avait pas de formation, on m'a directement mis sur le permis compliqué avec des élèves assez compliqués, sans formation ni rien.
Jeté en pâture. Jeté en pâture. Jeté en pâture dans une première berme. C'est ça. Ça peut totalement dégoûter du métier et en étant à ED, on avait exactement deux armes, la violence verbale qui devient totalement épuisant à longueur de journée puisque c'est pas juste un élève, c'est 700 élèves. Enfin, j'avais 700 élèves et j'ai compliqué. Ça m'est arrivé que les élèves m'attendent à la grille pour justement discuter avec moi de façon plus longue. Et d'ailleurs, aucune mesure a été prise alors que j'en parlais. Ça c'est... On a vraiment une disparité importante de situation. Sur les AED, Ah non, mais c'est très intéressant, c'est justement, voilà, ça, là pour aborder tous les aspects de l'école aujourd'hui, dans celui-là. Et c'est vrai que ça fait partie un petit peu d'un tout. Je parlais tout à l'heure de chef d'établissement intelligent. Un chef d'établissement intelligent, et il y en a, et moi j'avoue que je mesure ma chance depuis quelques années dans un établissement où on arrive, parce que j'entends ailleurs parfois ce qui se passe, où on est soutenu, je veux dire quelque chose de très bête, mais voilà, qui est en lien direct avec ce que tu expliquais tout à l'heure, que ça soit un enseignant, un surveillant qui va renvoyer un élève une punition parce qu'il y a eu quelque chose qu'il considère lui comme étant grave, eh bien on l'envoie à la vie scolaire, l'élève est gardé, le principal adjoint vont le recevoir, voilà. Et il y a énormément d'établissements où parfois on a l'impression que selon les mouvements d'humeur, selon que la personne qui renvoie va être appréciée, pas appréciée, un statut est là depuis 15 ans ou bien juste d'arriver, dans certains cas, l'élève qui a été renvoyé parce que le professeur estimait qu'il avait franchi une limite rouge, eh bien on lui renvoie dans les pattes en cours, l'élève il revient avec un sourire de là jusqu'à là, en lui disant oui mais vous n'avez pas suivi complètement, alors il faudrait arrêter le cours et remplir un formulaire pendant 10 minutes pour envoyer l'élève, c'est pas sérieux. Sur une heure, c'est strictement rien. Et il y a beaucoup d'établissements où il y a une gestion qui est froide, administrative, désincarnée, sans qu'il y ait de compréhension de la réalité du terrain. Et quand c'est pas le cas, quand on a la chance que ça ne soit pas le cas, ben on mesure bien la différence. Et c'est vrai que il n'y a rien de tel pour décrédibiliser un adulte, que ce soit un surveillant, que ce soit un enseignant, en établissant une sorte de contre-parole, de contre-ordre qui vient complètement les élèves pour circuiter sa parole. Ils peuvent totalement enchaîner avec des bêtises encore plus graves. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, après c'est mon idée, c'est que les surveillants, pour les élèves du coup qui peuvent avoir des problèmes et du coup qui sont un peu perturbants et qui c'est plutôt compliqué même d'un point de vue hors scolaire, j'ai remarqué que les surveillants sont en fait les premières personnes qui sont totalement réprimandées et du coup ils balancent une sorte de rage, ils balancent leur incompréhension et leur ressenti directement sur les surveillants. Parce qu'en fait l'avantage, je mets ça en truc de gros guillemets, les enseignants comme CPE et le directeur, c'est que les surveillants, les profs ont la menace de notes, comme la CPE en sur menace, en fait les surveillants n'ont strictement rien, ils sont totalement décrédibilisés. C'est-à-dire qu'en fait un surveillant, même je voyais avec mes amis juste en disant l'année prochaine du coup je serai surveillant, tu seras bien. Et du coup derrière tu ressens totalement une décrédibilité, le fait d'être surveillant c'est totalement un métier qui, contrairement à avant, et j'ai pas le mot l'adjectif. Mais merci Luc Ferry, il a détruit le statut de surveillant. Il y avait un vrai statut avant qui était fait pour étudier en même temps, qui était très bien. Et il a été démoli. Voilà, ça fait 20 ans, on démolit tous les métiers autour de l'école au moins. Et c'est pas les seuls, je veux dire, toute la fonction publique en général. Et autre chose aussi chez les stylos rouges, on assume et on revendique complètement d'être assez anti-hiérarchie. Alors ça peut paraître, c'est pas anti-hiérarchie tout court, mon chef est très bien. C'est ce que tu disais aussi, j'ai une chance inouïe, mon chef est très bien. Mais enfin, il part, je peux avoir un fou complet. Le prochain peut être un fou complet ou une folle complète, il ne lui arrivera probablement rien si c'est le cas. C'est ça qui est terrible, on dépend parfois des caprices, de l'humeur ou des envies d'un être humain comme un autre qui a deux bras et deux jambes et qui va faire couler un établissement. Il y a de très bons établissements qui ont coulé à cause d'un histrion,
Oui, alors quand j'étais surveillant, j'avais un chef d'établissement qui disait régulièrement c'est moi, je ne décompte à rendre que devant le ministre. Voilà, pour vous donner une idée du genre de personnage qu'on peut avoir. Je crois qu'il y en a eu un peu partout d'ailleurs. Mais du coup, peut-être par rapport à ces débats, quelles seraient du coup peut-être des revendications des rouges, comme des enseignants, comme des États en général, pour justement des aides de l'État pour justement améliorer la relation entre élèves et professeurs pour justement éviter ce genre de problème. Après, je pense que, de toute façon, au-delà, alors, sur les cas particuliers, sur les stylos rouges, on a voulu justement, alors moi je suis pas stylo rouge, mais je suis enseignant, je ne me suis pas présenté au début, mais je fais partie de la gauche républicaine et socialiste, je suis co-animateur du pôle enseignement, mais je suis professeur de français également, je suis syndiqué, RAIA, mais voilà, ce qui est intéressant en tout cas, c'est que alors il y a des revendications syndicales par rapport aux AED, hein, pour que leur statut soit amélioré évidemment. Et puis j'en ai jamais entendu parler, alors on n'a même pas été formé là-dessus. Il y a une partie, alors ça normalement aussi dans les casiers, parce qu'il y a beaucoup de bénévolat, que ce soit en politique ou dans le monde syndical, il y a aussi des choses à destination des AED, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut mettre en place concrètement des choses. C'est ce qu'on a commencé à faire un peu dans mon établissement. C'est toujours intéressant. Par exemple, il y a un actuel surveillant que j'ai eu comme élève il y a quelques années. Voilà, ça arrive, on commence un petit peu. Et du coup, c'est très intéressant parce que d'abord, lui, il se rend compte en passant de l'autre côté de la barrière, voilà, comment sont les choses. Il arrive avec ses idées, son regard neuf, on se connaît un peu. Donc, voilà. Et on a réussi à faire un petit peu évoluer les choses. Je crois que ce qui est très important, c'est d'arriver à confier des missions aux surveillants. Alors par exemple, mais bon, c'est une piste, hein, c'est sur un exemple, on a mis en place cette année des responsabilités de niveau par surveillant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 2 surveillants qui sont responsables d'un niveau, une 3e par exemple, qui vont être des interlocuteurs privilégiés et qui vont être déjà à un niveau administratif de gestion un petit peu des problèmes, qui vont les faire remonter. Et je pense que ce genre de choses aide. Et puis, faut être très clair. Ce qui va aider, c'est à partir du moment où si un élève franchit une ligne rouge par rapport à un surveillant, qui est une réponse adaptée. Parce que moi, une des choses qui me choque au niveau de... Avant la musique, c'est fini. Une des choses qui me choque au niveau de l'éducation nationale, c'est qu'il y a eu un repli sur soi des personnels. On en parlait pour le fait de faire grève, par exemple, mais même, vous savez, le syndrome de ce qu'on appelle, en rigolant entre nous, moi avec lui j'ai pas de problème, moi avec cette classe j'ai pas de problème. Il y a ce côté-là, c'est-à-dire que il y avait les professeurs avec plus d'ancienneté, qui arrivaient dans les conseils de classe et qui tout de suite disaient, en gros, moi je vois pas de quoi vous parler, moi j'ai pas de problème, ce qui renvoyait au fait que quand il y avait des problèmes, c'est la faute de l'enseignant, c'est la faute du surveillant, voilà, et on va pas chercher plus loin. Ça c'est un des mots quand même, je trouve, ce manque de solidarité parfois. Quand il y a des jeunes collègues qui arrivent dans un établissement, qui sont sur plusieurs établissements, qui n'ont pas leur repère, évidemment on en a beaucoup plus quand ça fait 15 ans qu'on est dans le même endroit, qu'on a sa salle, c'est pas du tout la même chose quand on change à chaque heure de salle, etc. Quand on est un surveillant, et si l'élève a l'impression que peut tout dire, il ne se passera rien derrière, voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une solidarité et que ça soit pas chacun pour se rassurer pensant moi je suis bon, si quelqu'un a des problèmes c'est parce qu'il n'est pas bon, c'est pas vrai, les problèmes sont collectifs, ils sont à résoudre collectivement. Alors dans les établissements où on a cette conscience, ça se passe mieux, toujours perfectible, mais ça se passe mieux. Dans les établissements où il n'y a pas cette conscience-là, il y a plus de difficultés. Et en fait, il y a aussi le sentiment de honte.
Franchement, pour un adulte, dire « Ah tiens, je me fais bordéliser par des gamins de 11 ans », c'est difficile à vivre, c'est dur à vivre. Et qu'on soit surveillant, prof, c'est la même chose, enfin je veux dire, on l'assume pas. Et donc on se retrouve régulièrement avec des collègues qui font ce discours-là et qui mentent. Ils mentent par honte, en fait. Et c'est très difficile de sortir de cette honte. Alors, il y a des groupes de parole, ce genre de choses, mais c'est pas si courant et la solidarité est peu présente. C'est un métier où on est assez seul. Mais à l'opposé, il faut pas nous obliger à bosser en équipe. Parce que nous obliger à bosser en équipe, c'est nous obliger à faire tous la même chose. Plus de liberté pédagogique. Donc il faut trouver un juste milieu, voilà, c'est le principe. Alors, pour les mesures, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut demander concrètement? Chez les stylos rouges, on a 3 points, 3 grands points: salaire, moyen, respect. Payez-nous plus, moins d'élèves par classe, arrêtez de nous faire payer pour travailler, achetez nos livres, notre matériel, etc. Et foutez-nous la paix. Enfin, c'est vraiment ça, laissez-nous tranquilles, soutenez-nous et laissez-nous faire de confiance. Donc ça répercute directement sur les élèves? Tout à fait, c'est ça. Et la hiérarchie peut le faire gratuitement, en plus ça c'est pas cher le respect. C'est juste un changement de mentalité. Mais on est très vigilants et on a commencé à mettre des choses en place avec l'aide des syndicats d'ailleurs, parce qu'on est beaucoup à être syndiqués. Enfin voilà, donc on essaie de pousser à ça. On essaie de pousser à la syndicalisation parce que c'est utile, c'est quelque chose qui fonctionne. Il faut se battre au sein d'un syndicat aussi, c'est complémentaire, c'est une lutte sociale de tous les jours. Et pour conclure, parce que je crois que l'atelier suivant va tranquillement prendre ses marques. Donc c'est important parce que c'est aussi un des vecteurs de solidarité. Si on veut avoir des réponses collectives et solidaires, eh bien le syndicat est le lieu pour organiser cela. Voilà, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, une dernière... J'ai peut-être une dernière question par rapport aux formations des nouveaux enseignants. Parce que mon but c'est de devenir surveillant dans quelques années. Actuellement L2, la loi Blanquer propose du coup aux étudiants en L2, L3 et L1 de faire une formation pour justement être dans les classes avec un professeur du coup référent où justement l'étudiant peut regarder ce qui se passe, intervenir de temps en temps et aider pour l'aide aux devoirs. Et du coup les élèves, les étudiants, d'après ce que j'ai regardé sur le site du gouvernement et comment on l'a rendu, c'est 8 heures par semaine, payé pour un F2, 700 € net par mois. Du coup, quel est votre avis là-dessus? Parce que pour un étudiant, c'est quand même un peu l'Eldorado, forcément ça m'intéresse beaucoup. Mais est-ce qu'il y a peut-être un problème, quelque chose le problème quand même, c'est que là aussi, il ne faudrait pas qu'il y ait une forme d'exploitation. Ça peut être très intéressant pour les étudiants, mais finalement, moi ce que je vois aussi la dernière, c'est qu'on va faire réaliser à 700 € par mois les tâches qu'on demandait aux stagiaires de réaliser en première année pour... alors moi à mon époque on commençait à 1200 €. Voilà, hein, on est à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà, moi je serais absolument d'accord là-dessus, mais avec un salaire qui soit quand même voilà, à la hauteur. Il y a une histoire d'équité en fonction des étudiants du coup, qui travaillent 8 heures par semaine, contrairement aux professeurs qui gagnent, je ne sais plus exactement, je ne vais pas donner un chiffre pour éviter plus, mais pas tant que ça, en fonction même de leurs études, de leur ancienneté, et il y a une sorte de problème d'équité, non? Ah ouais, ça c'est sûr. De toute façon, quand on parle du salaire des enseignants par rapport à tout ce qui suite, c'était jeudi ou vendredi à quelques émissions télévisées sur LCI où ils ont balancé des chiffres délirants dont je parlais au début. 3009 ouais, les 3900 €. Alors bon, il y a eu une vague de hashtag balance ta fiche de paye sur Twitter qui était assez amusante. Mais alors, il se trouve que c'est extrêmement transparent, on peut pas faire mieux. C'est très clair, hein. Au bout de 10 ans, un professeur arrive péniblement à 2000 € par mois. Quand je dis arrive péniblement, ça veut dire que c'est moins... 1882 après les impôts. J'en suis à 12 ans parce que les années surveillants.
1882. Voilà, non, bah absolument, bah, je vois pour ma compagne, c'est la même chose. Et avec quasi 20 ans d'ancienneté, on arrive à 2200 €, voilà, ce qui est mon cas. Voilà. Donc, voilà, par rapport à ces chiffres qui sont donnés, alors, bien évidemment, on n'a jamais fait ça par rapport au salaire, comme première motivation, mais il y a un moment aussi où on voudrait quand même une reconnaissance quand on a un niveau qui est Bac+4, Bac+5. On a eu au départ voilà, des bacs avec des fortes mentions. On n'a pas choisi d'aller vers un métier qui fait de l'argent, on le sait, mais quand même, voilà, il y a un juste milieu. Par contre, la dégradation qu'on ne cesse de vivre là depuis 20 ans, elle finit par être choquante, par être démoralisante, et puis par être démoralisante aussi pour ceux qui rentrent dans le métier. Le problème aussi, moi, qui m'inquiète par certains côtés, c'est que à force d'avoir cette démonétarisation finalement du métier, on va avoir des futurs professeurs qui vont être ceux qui n'ont pas fait d'autres formations ailleurs, hein, qui vont avoir peut-être un niveau de départ moindre, ce qui va justifier de dire, bah, vous voyez, bon, finalement, en quittant la masterisation, on va aussi nous dire, bah, finalement, bah, voilà, on n'a plus besoin de payer, si on recrute un bac +2, +3, on peut baisser aussi les salaires, faut aussi faire attention à cet aspect-là. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un plaisir, le but c'était voilà, de pouvoir débattre. Et merci à vous surtout d'avoir donné votre avis et témoignage. Merci beaucoup. On va laisser passer l'ambulance et puis donc c'était bien sûr un angle qui était centré cette fois-ci sur les enseignants et c'est pour ça qu'on a voulu faire venir Nicolas avec le combat qui a été celui des stylos rouges. On reste bien sûr extrêmement préoccupé et centré sur le devenir de nos élèves, mais finalement est-ce que les deux ne sont pas liés?